Salut à tous, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure, un nouvel épisode de Qui. Aujourd'hui, direction la Meilleray, le Cholet Basket. On va parler de Mohamed Diawara. Pour ce faire, je suis avec Manu et Lucas. Messieurs, comment ça va? Tutto bene. Très bien, et toi? Tout bene. Eh ben, pareil. On va parler de Cholet Basket qui a réalisé un très très bon début de saison et qui a longtemps, durant la saison, titillé les gros cylindrés que sont l'Asvel et Paris et Monaco. Et il y avait parmi cet effectif un jeune joueur qui est Mohamed Diawara, un ailier de 2,03 m qui est né en 2005. Pour la présentation, Moi, je l'ai à 2,6 m, sans chaussures, le Mohamed, qui est un pur produit parisien, qui est passé par la Dorémy, qui a joué à Charenton également. Donc c'est un joueur qui a pas mal joué, qui a fini par signer à Paris, qui a fait 1 an quand même à l'INSEP. Il a pas énormément joué avec la N1, il a fait seulement 2 matchs. Il a surtout joué en U18 et l'année suivante, il est passé à Paris, là où il a directement joué avec les espoirs, avec 27 minutes de temps de jeu dès sa première saison. Et c'est surtout l'année d'après qui a été un peu clé pour lui, là où il a fait des apparitions en Eurocup, il a fait des bons ANGT avec la Next Gen Munich, etc., pour rappeler des bons souvenirs à Manu. Et là, ça fait cette saison, il est parti après avoir fait un petit bout de saison à Poitiers qui a été très remarqué. Il est passé du côté de Cholet, qui est une saison où il roule tout simplement sur l'eau. Mohamed, c'est un joueur qui est assez polyvalent, qui est capable d'évoluer à plusieurs postes. Certains iront même jusqu'à dire qu'il peut évoluer aux 5 postes, mais ça, c'est un fantasme qui a malheureusement de plus en plus disparu. On en parlera après. Mais c'est un joueur qui est assez complet, qui a une très bonne vision de jeu, qui apporte de l'intensité, qui est capable de marquer, qui est capable de passer, qui est capable de prendre des rebonds. Donc c'est un joueur qui est assez complet. Manu, tu vas nous parler de Cholet du coup. Il a alterné le titulaire remplaçant. Et j'ai pas les stats là sous les yeux. Ouais, j'ai manqué à mon devoir là. Je fatigue en cette fin d'année. C'est 6,1 points, 3,2 rebonds, 1,3 passes, 0,7 interception. Le tout à 44% au tir, 28% à 3 points, 57 au lancer franc. Mais un true shooting quand même à plus de 51, un usage assez faible à un peu plus de 16. Ouais, c'est ça moi qui m'a entre guillemets choqué sur la saison, c'est cet usage. Donc en fait, il avait un rôle assez limité sur le terrain. Il a un peu remplacé ce que faisait Tidjane l'année dernière. En Mm. fait, c'est ce joueur qui apporte du spacing en étant dans le corner pour du tir à 3 points. Et si ça rentre, et ben en fait, la défense va être obligée d'aller sur lui et lui va pouvoir aller couper et finir près du cercle comme ça, soit justement sur des coupes baseline ou sur du alley-oop ou ce genre de choses. Ce qu'il avait pas totalement, enfin c'était beaucoup plus développé à Poitiers. Lucas on a parlé un petit peu, où là en fait à Poitiers il occupait plusieurs postes en attaque, il défendait sur le porteur de balle, il avait une vraie diversité dans son jeu qu'on n'a pas retrouvé malheureusement à Cholet cette saison. Donc c'est un rôle assez limité dans une équipe qui a joué les premiers rôles toute la saison, à la surprise générale ou pas d'ailleurs, parce qu'ils ont quand même, ça reste quand même un très bon club de Pro A, donc ils finissent 4e. Et ce qui est bien quand même pour lui, c'est qu'il a joué un rôle dans une équipe comme ça qui joue les premiers rôles. Malheureusement, ça a échoué en play-off. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant de le voir comme ça après, entre guillemets, l'échec parisien où on aurait pu penser qu'il aurait eu à des minutes, notamment avec au tout début les Coupes d'Europe et la Betclic. Finalement, il a fait le chemin inverse et préféré redescendre d'un cran pour aller à Poitiers. Et là, cette année, du coup, Betclic Elite, et ils font quoi, la BCL aussi, eux? La FIBA Eurocup, quelque chose comme ça. Ouais. Ils font une Coupe d'Europe, en tout cas. Yes. Mm. Ils ont fait les qualifs de la Champions League et ils ont fait la FIBA Europe Cup. C'est Ok. ça. Donc quand même
de compétition, il a pu avoir des adversités un peu différentes, donc ça aussi, ça peut quand même l'aider. Mais globalement, dans ce rôle, c'était un rôle assez limité en tant que 3-4. C'est vraiment dans le corner, je mets des shoots à 3 points. Malheureusement, pas en grande réussite, 31% sur quasiment 3 tentatives. Du point de vue du garçon, en fait, je m'attendais à ce qu'il ait un peu plus de responsabilité. Ouais, après, j'ai l'impression que c'était aussi une philosophie de jeu du côté de Cholet avec, encore regarder l'équipe, à mon avis, enfin, j'ai pas les stats sous les yeux malheureusement, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait, enfin, c'était une approche très très collective et donc du coup c'était vraiment le collectif qui a mené en fait les tirs. Et je serais très étonné qu'il y ait dans cette équipe un garçon à plus de 28, 20, 29% d'usage en fait. C'est peut-être aussi la limite pour lui dans cette saison. Même si ils ont eu André Robertson avant qu'il parte à l'Asvel, mais qui lui avait un impact un peu plus marqué, on va dire. Hum, Lucas, je vais retourner vers toi. Qu'est-ce qui en fait un prospect NBA? Parce que c'est peut-être le français dont on parle le moins finalement. Ce qui en fait un prospect NBA, c'est sa polyvalence. C'est ce qui nous avait marqué au moment des Espoirs de Paris, où il jouait littéralement les 5 postes. Il remontait la balle, il jouait au poste, il faisait vivre la balle, il était capable de scorer. C'était vraiment ça qui en a fait, qu'on en a parlé, c'est ça qui en a fait que on a continué à le suivre, malgré qu'il soit parti à Poitiers, qu'il n'ait pas joué à Paris, et que maintenant qu'il soit à Cholet. Et malgré son rôle limité qui ne lui permet pas forcément de mettre en valeur ses qualités, ce qui en fait réellement un joueur NBA, c'est sa polyvalence, que ce soit offensive ou défensive. En attaque, c'est quelqu'un qui peut faire pas mal de choses. Une amélioration, c'est pas incroyable, mais il y a une amélioration sur le shooting. Donc là-dessus, c'est intéressant de le voir quand même apporter du spacing par ça. C'est aussi un joueur qui est capable d'attaquer le cercle quand il y a moyen. Qui peut jouer le porteur de balle et faire du pick and roll. Il peut jouer au poste, il peut faire du renversement à une main. Mais c'est intéressant, mais c'est malheureusement que du flash. Ça a été du flash ces 2-3 dernières saisons, même si avec Poitiers, il y avait un peu plus de consistance. Et défensivement, Luka l'a dit, c'est quelqu'un qui peut défendre aujourd'hui les 3 postes extérieurs, mais quand c'était en plus jeune, par son physique, en fait, il pouvait défendre tout le monde. Je reste quand même assez positif sur ce côté-là de défense. Parce qu'on l'a dit, 2,06 m, envergure de 2,21 m. Mobilité quand même assez intéressante pour un joueur comme ça. Donc je reste positif pour le futur. On va être un petit peu moins positif justement parce on va parler des choses à gommer à l'étage supérieur. Donc on l'a présenté comme un joueur très polyvalent, soit en attaque ou en défense. Est-ce que quelque part c'est pas aussi sa limite et ça manque un petit peu de ticket d'entrée de spécialité? On sait que c'est une ligue de spécialistes, beaucoup la NBA, et à quel point ça peut lui nuire aussi. Lucas, je vais partir avec toi. Si il arrive au niveau supérieur, qu'est-ce qu'il devra travailler, à ton avis? Je suis d'accord avec toi, c'est un joueur qui est bon partout mais élite nulle part, donc il va falloir développer une qualité, il va falloir renforcer le tir, surtout avec la ligne NBA, il va falloir renforcer la pression sur la balle. On sait que c'était quelque chose qu'on voyait énormément dans les années passées, de le voir à la tête d'une 1-3-1, utiliser son envergure ou pouvoir défendre sur les porteurs de balles et réellement apporter de la pression. Donc il pourrait se spécialiser en défense en premier lieu et après essayer de renforcer le tir. Et après, au fur et à mesure, mettre en avant ses qualités de passe, ses qualités, sa vision de jeu. Pour moi, la première étape, c'est d'affirmer la défense, de continuer dans ce rôle-là, de pouvoir switch sur tout. C'est ça surtout que je trouve le plus intéressant chez lui, c'est qu'il est vraiment capable de switch sur tout. Et c'est le nombreux clip que je me souviens on avait reposté il y a pas si longtemps que ça, où quand il était rentré en pro, il y avait des actions entières où il switchait sur tous les écrans. Et pendant les 24 secondes de la possession, il avait défendu sur la balle pendant 24 secondes. Et sur plein de joueurs différents, sur des postes 1, sur des postes 4, sur des postes 5. C'est ça qui fait sa force. Pour moi, la chose à améliorer, c'est de se fixer offensivement, trouver ce rôle et voilà, stick with it. C'est vraiment trouver cette base-là
Et après, on sait que défensivement, de toute façon, il va être positif. De par sa polyvalence, ce corps, la mobilité, la lecture. Voilà, il y a plein de choses. Mais offensivement, en pro, il s'est jamais trop installé dans un rôle vraiment. Donc c'est vraiment ça se trouver, ce rôle-là offensif, que ce soit uniquement de la coupe, que ce soit uniquement du tir ou coupler un peu une ou deux choses. Mais vraiment, ouais, pour moi, ce serait ça, c'est se stabiliser offensivement. Je pense que c'est un joueur de mission et de consigne. Donc si une équipe lui dit voilà, tu vas faire ça, que ce soit en attaque ou en défense, tu vas faire ça, reste là-dessus, bah, je pense qu'il peut être très très bon. Après, pour le rôle en attaque, ce qui est compliqué, c'est que cette année, c'était très compliqué au niveau des pourcentages, hein. Je l'avais évoqué dans les stats, c'est 28% à 3 points, 56% au lancer franc. Donc c'est vrai que sur la projection, on a du mal à l'imaginer comme un 3&D déjà, ce qui est un peu dommage parce qu'il semble avoir toutes les cartes en main pour le devenir en fait, à condition que ce soit un peu plus régulier au tir. On va passer sur les fameux shade-off. À qui peut vous faire penser comme type de joueur? Là, pour le coup, je trouve ça très difficile parce que j'ai pas de nom comme ça qui me pop immédiatement en tête. Après, oui, des joueurs aux qualités défensives, mais pour l'instant, on est quand même un peu sur le profil, malheureusement, du zero ND. Je vous écoute, messieurs, avec attention parce que là, pour le coup, je sèche pas mal. Ça peut être une sorte de Sean Marion, tu vois, quelque chose Ouais. d'abord un ancrage défensif et après offensivement, bah, ça apporte un peu de tir, un peu de coupe, un peu d'alley-oop ou ce que fait un peu Aaron Gordon dans un contexte exceptionnel. Tayshaun Ok. Prince, tu vois, ce genre de truc. Ces Moi, grands ailiers comme ça, défensifs. partirais D'abord sur, défensif et après. je partirais sur Keita Bate-Diop. Ouais. C'est ce que Ouais, ouais. c'est ce que j'avais noté dans ce rôle-là. Dans le cas où il développe pas un tir suffisamment intéressant et 20% à 3 points, 31%, je pense que il peut être dans ces eaux-là et c'est quand même un joueur qui peut apporter dans un roster même si c'est un peu compliqué. Et puis ouais, c'est le premier, c'est la seule comparaison que j'avais notée. Mais oui, après comme l'a dit Manu, l'avantage c'est que c'est un low usage, il a pas besoin du ballon pour exister. Il a une très bonne faculté de coupe loin du ballon. Donc il peut vraiment être intéressant de se développer encore plus que... Pour moi, le plancher, c'est Keita Bate-Diop, et après, on verra pour après, mais oui, il y a un vrai potentiel. Où est-ce que vous l'avez, messieurs, dans vos boards? Est-ce qu'il apparaît? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le français avec le plus de hype. Je le vois rarement, même annoncé dans les 60 ou un peu moins cette année, parce qu'il y a toujours des pics qui sautent. Où est-ce que vous l'avez, vous, dans vos boards? Bah, faut lire envergure, je l'ai depuis l'année dernière. Voilà. Après, moi, je pense à tort, je suis très haut sur lui parce que je l'ai vu jeune et en fait, un peu comme Tidjane l'année dernière, je pense que je le surcote un peu parce que je sais ce qu'il sait faire et malheureusement, il n'a pas montré ça cette année. Ou il le montre pas trop en pro de façon régulière. Il lui manque cette constance parce qu'au final, il montre pas de progression. Je suis méchant, hein, mais en soi, il montre pas de progression depuis ces dernières années. Mais comme moi, je me fie sur ce que j'ai vu en équipe de France, sur les ANGT, en espoir, on n'en a pas parlé, mais sur le Youngstar Game aussi, où il fait un match incroyable, il est en bisbille Mhm. Avec avec Noah Penda pour Brenda, l'équipe de ouais, bien MVP. sûr. Et je pense que ça peut lui faire marquer des points, cette confrontation-là. Mais bon, pour revenir à la question, moi je crois, je l'ai 20, je crois. Est-ce que je l'ai encore 20? Ah Non, ouais, je ne l'ai pas 20. Il est où? Il est 17. c'est Il est beau. 17 avec Carter Bryant, Murray Boyles et tout ça. Donc c'est le même type de joueur en fait. Knuppel, Penda, Coward. Ils sont tous allés à un suivre. Je pense que par contre ce soit un second tour, voire undrafted. Et on rappelle, je sais plus qui disait ça la dernière fois, mais c'est vrai que second tour undrafted, quelquefois, de toute façon, c'est aussi le choix des joueurs, hein. Ils sont contactés
On leur demande de refuser s'ils sont draftés en disant qu'ils ont un contrat tout et chaque année c'est la même chose. Vers la fin de la draft, au second tour, il y a toutes les annonces de joueurs qui vont à droite à gauche avec des contrats qui sont déjà presque signés en amont en fait. Donc ça veut pas forcément dire quelque chose. Lucas, on t'écoute sur la Dans, projection. dans mon cœur, c'est un lot épique, mais malheureusement, J'aime. J'aime comment tu parles. je suis pas encore en position de le prendre en septième position. Non, mais plus sérieusement, c'est vraiment un joueur qui est intéressant et c'est pour moi, il fait partie de ces joueurs-là où il suffit qu'un GM, un coach ait la vision, qu'il l'ait vu plus jeune, qu'il le voit en workout, qu'il parle avec lui. Et il peut passer au premier tour comme ça, mais là, de manière purement objective et à froid, c'est plutôt un second tour, un début de second tour. C'est un joueur qui va devoir passer, pour moi, par pas mal de galères s'il veut vraiment devenir un joueur NBA à long terme, s'il va devoir faire ses preuves. Et si possible, ne pas passer par la case G-League, parce que pour moi, c'est vraiment un jeu qui ne lui servira pas. C'est un jeu où il n'y a pas vraiment de mouvement de ballon, il n'y a pas vraiment de vie. Donc toutes ces qualités de cut loin du ballon, toutes ces qualités de passe, c'est pas des choses qu'on verra forcément, qui seront mises en valeur. Donc là, il faut juste espérer qu'un coach voit ce que nous, en tant qu'Européens, on a vu au fur et à mesure des années, quand il était à Paris, quand il était en équipe de France, à part Flash. Et ça peut être un fin de premier tour entre 20 et 30 et ça peut être entre un mec qui va finir undrafted ou qui va finir drafté 50e et qui va être staché en Europe et qui va jamais revenir. C'est possible, mais pour moi, c'est un joueur qui a sa place dans un roster, qui est capable de faire énormément de choses, qui est capable d'apporter. Mais malheureusement, il a un profil qui fait que il a besoin d'avoir une personne qui mise sur lui, qui le développe et qui lui donne l'année ou les 2 années qu'il lui faut pour se développer suffisamment pour vraiment intégrer un roster. On va passer sur l'échelle de croyance. À quel point vous y croyez à Mohamed Diawara et que tout ce qu'on vient de dire du coup? Bah, un peu comme Lucas, je m'écoute moi, je mets 10, mais si je suis objectif, je vais mettre 3. Ah ouais. Bah, en fait, c'est ce que tu as dit, il lui faut le contexte parfait. Autrement, ça va être un role player, un joueur de rotation, le 11e, 12e homme, et faire du garbage time, et c'est un peu, c'est un peu le gâcher, quoi. Je sais ce qu'il vaut, mais j'ai du mal à le voir s'installer quelque part, malheureusement. Ouais, Lucas, tu avais l'air choqué par la note de Manu, on t'écoute. Ouais, parce que c'est notre chouchou depuis un moment, donc d'entendre 3 là, je tombe de haut. Ouais, ouais. Je Ça me tombe fait de haut, mal, je hein, tombe ça de me haut, fait ça mal. fait mal. Bah moi, je peux pas mettre en dessous de la moyenne, mais je vais mettre 5 quand même parce que ouais, comme je l'ai dit, va falloir que les étoiles s'alignent. Mais il y a un vrai potentiel, donc pour moi, c'est vraiment du 50-50, donc c'est pour ça que je mets 5. Ça marche. Pour info, apparemment, il au moins fait un workout avec les Knicks, qui ont le 50e choix à la draft, au second tour. Bah, il a annoncé faire une dizaine de workouts. Donc Et peut-être aussi. il en a déjà fait 2, je crois, Portland et Sacramento. Et on sait qu'il va faire New York et Chicago. Donc voilà, c'est vrai qu'à New York, vu ce qu'on a dit sur le joueur, sa capacité à Ah, il n'y a plus, défendre, à il y a plus switcher. Thibodeau, donc ça colle plus. Mais Ouais, mais après, bon, c'est quand même une équipe qui est basée sur ça, sur la capacité quand même à défendre assez fort à côté de Brunson et Carl Anthony Towns. Je pourrais l'envisager relativement facilement de ce côté-là. Est-ce qu'on a été complet sur Mohamed Diawara? Est-ce qu'on a oublié des choses? Outre que malheureusement, en fait, ce qui est un peu problématique avec lui, c'est que sa dernière saison l'être pas vraiment et que c'est vrai que si, hormis le Young Star Game, il n'y a pas eu il y a eu quelques flashs, mais c'est à peu près tout. Il faut une bonne capacité à se projeter avec ce garçon et surtout l'avoir vu avant pour,
pour l'apprécier, entre guillemets, à sa juste valeur. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, On pourrait rajouter. Ouais, vas-y, Manu. non, je dis, il a été vu dans le passé. On sait que sur les tournois, en étant avec Luca, en y étant, on sait qu'il est observé sur ces tournois-là. Donc après, est-ce que ça s'est resté dans les mémoires? J'espère pour lui. En tout cas, on va espérer pour lui. Et Lucas, tu as des choses à rajouter? Yes. J'ai pas parlé de son moteur, mais c'est vraiment ce qui peut aussi l'aider. Il peut encore se développer pas mal niveau qualité athlétique, niveau mouvement. Il a cette polyvalence défensive grâce à son moteur. Et il a cette polyvalence également offensive grâce à son moteur. Donc c'est quelque chose que s'il peut développer, on sait que la NBA est capable de faire pas mal de choses niveau développement. Il y a pas beaucoup. Il y a un spécialiste pour tout, donc peut-être que ça l'aidera. Et surtout, c'est un joueur qui a vraiment une marge de progression. Mais ouais, comme on l'a dit, c'est un peu compliqué. Mais écoutez, ainsi va se finir cet épisode sur Mohamed Diawara, à qui on envoie plein de force évidemment, avec qui on espère le meilleur pour la suite de sa carrière et pourquoi pas même une belle histoire qui commence dès fin juin prochain. Euh, le temps pour moi de vous rappeler qu'il y a les pods avec Julien à écouter sur les rôles en NBA. Prenez soin de vous et puis de toute façon on revient très vite comme d'habitude. Il nous reste encore quelques profils, pas grand chose parce qu'on doit être quasiment à 25 là, qui est sur la saison déjà. Donc l'échéance de la draft se rapproche. On vous tiendra au courant aussi de comment Envergure s'organise pour couvrir la draft. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, comme d'habitude, c'est important. Et à très vite. Bye bye. Ciao.